Bonsoir et bienvenue dans ce Kalawadala, votre espace dédié au débat sur la première. Et ce soir, nous parlons de ces élus qui se retrouvent devant le juge, des affaires qui ont fait et qui continuent à faire grand bruit. Et pour cause, la population a jusqu'alors eu très peu d'occasions de voir sa classe politique confrontée aux conséquences judiciaires de ses actions. Des faits difficiles à prouver, des enquêtes qui prennent des années pour finalement aboutir à pas grand-chose. C'est ce qui a poussé Camille Miansoni, le procureur de la République à Mayotte, à revoir sa stratégie. Premier résultat, en quelques mois, déjà 3 élus ou anciens élus mis hors circuit avec quelques peines d'inéligibilité de 3 ans la plupart. Évidemment, tous ont fait appel, mais la dynamique semble lancée. Sera-t-elle efficace? On en parle ce soir avec nos 3 invités. Bichara Abouaïri Payette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale de Dembéni, vous êtes aussi dans la commission finances au conseil départemental. Et visiblement, vous envoyez à chaque fois des vertes et des pas mûres sur place. Vous nous raconterez tout ça. À côté de vous, Nadim Amada, bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez une double casquette ce soir, élu et avocat, qui va beaucoup nous servir, notamment pour avoir des points juridiques sur certains termes dans ces affaires. Et en face, notre journaliste Faïd Souaili, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez suivi la plupart de ces affaires juridiques et vous êtes là pour nous expliquer de quoi il est exactement question. Merci d'être là. Et justement, nous commençons par expliquer quelques-unes de ces fameuses affaires. Faïd Souaili, la semaine prochaine, on attend la très attendue délibération du tribunal sur l'affaire de la mairie annexe de Mamoudzou. Le maire et 6 autres cadres de la commune sont poursuivis pour délit de favoritisme. Mohamed Majani qui risque son poste de maire si si la réquisition du procureur Camille Miansoni qui demande 3 ans d'inéligibilité est suivie par les juges. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors, ce que l'on reproche à Mohamed Majani, c'est de ne pas avoir respecté en fait le code des marchés publics, donc c'est-à-dire d'avoir fait en sorte que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde. Donc, le code des marchés publics insiste sur le fait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Et là, apparemment, en tout cas, on reproche à la mairie de Mamoudzou de ne pas avoir fait ça en ce qui concerne la mairie annexe de Kaweni. Donc, notamment le fait qu'il y a eu une avance qui a été faite aux entreprises titulaires du marché, donc de 30% sur un marché estimé à 1,5 million d'euros. Donc, ça fait presque 400 000 euros. Alors que sur l'appel d'offres, c'était marqué 5%. Et on reproche surtout, en fait, au maire et à toute la chaîne de responsabilité, donc c'est-à-dire les fonctionnaires qui étaient en charge de ce dossier, de ne pas avoir entendu les alertes émises par le contrôle de légalité de la préfecture et du service commande publique de la mairie. Donc ils ont fermé les yeux, c'est ce qu'il faut comprendre? Ou alors ils n'ont pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle était leur ligne de défense? Leur ligne de défense, alors pour certains, donc c'est de dire que la décision c'était pas à eux de la prendre, ou c'est pas eux qui sont responsables. Donc il y en a d'autres, par exemple Mohamed Majani, lui n'est pas un spécialiste du code des marchés publics, il faisait confiance à ses services. Pareil pour le DGS, qui lui dit moi je n'interviens pas dans les marchés publics. Et puis pour les autres, c'était aussi, on a des responsables qui ont une hiérarchiquement plus élevée. Donc chacun se renvoie la balle. Voilà, c'est un peu ça. Chacun essaye de minimiser sa responsabilité. Et puis c'est pareil pour le bureau d'études, donc qui était en charge d'analyser les offres. Ils ont analysé les offres et puis en fonction des critères, c'est pas forcément les entreprises qui avaient les meilleurs critères qui ont été choisis. Donc pour le procureur, il se demande mais comment ça se fait que en fonction des critères que vous fixez, vous ne choisissez pas en fonction des critères que vous fixez, mais d'autres critères. D'accord. Nadim Amada, vous êtes élu au conseil municipal de Mamoudzou. Quelle a été la réaction des élus de l'opposition dont vous faites partie suite à tous ces événements, et notamment ces réquisitions du procureur? Donc, bonsoir de nouveau. Donc, pour le moment, le conseil municipal ne s'est pas réuni. On s'est réuni une fois par mois. Et celui qui a l'ordre du jour, celui qui la fixe, c'est le maire. Et certainement pas, il ne va certainement pas mettre ça à l'ordre du jour, c'est-à-dire parler de cette affaire. Moi, j'ai pu assister à cette affaire
qui a duré de 8h jusqu'à 20h en tant qu'élu, en tant que citoyen. Je n'étais pas là en tant qu'avocat, j'étais là en tant qu'élu et ça m'intéressait de savoir effectivement le fin fond de cette affaire. Et on a constaté effectivement que le maire à la barre a indiqué effectivement il y avait des irrégularités dans ce marché public. Il le reconnaît. Il reconnaît et il dit par la suite que, comme a indiqué votre journaliste, il n'est pas spécialiste des marchés publics. Non. La Cour de cassation dit que quand on est maire, on doit savoir ce que c'est que les marchés publics parce que c'est le lot quotidien des municipalités, des collectivités, octroyer des marchés publics à tout un chacun. Et effectivement, on doit respecter des règles. Là, en l'occurrence, ce qui est reproché surtout, c'est qu'il y a eu un délit, ce qui est reproché en tout cas, un délit de favoritisme, dans le sens où on a rompu la liberté d'accès à ce marché et à l'égalité de tous les candidats. Il y a eu des notations sur certains candidats qui ont varié entre plusieurs rapports. Sans doute, ce n'est pas démontré, mais... Suite à des pressions ? Des pressions ou des indications ou des choses comme ça. Je ne suis pas dans le dossier, je ne peux pas m'exprimer, mais on sent un peu la tonalité de ce dossier où effectivement on a voulu privilégier peut-être un candidat ou un autre. En tout état de cause, ce qui a été reconnu, c'est qu'il y a des irrégularités. Le directeur de la commande publique a alerté à plusieurs reprises le maire, le DGS et d'autres élus de la majorité de ce problème-là avant que le marché soit passé. Nonobstant cela, ils ont continué à aller dans le sens, c'est-à-dire ne pas respecter les règles. Et le préfet lui-même fait une note en disant ce marché-là, retirez-le parce que ça ne va pas. Et on s'est entêté à le faire. Donc aujourd'hui, il faut quand même assumer la responsabilité parce qu'après plusieurs alertes et qu'on n'agit pas, on ne peut pas dire qu'on ne maîtrise pas les marchés publics alors qu'on a quand même des personnes qui ont alerté et notamment le préfet. Bishara Boye-Payette, vous voyez ce genre d'attitude. Est-ce que vous voyez aussi souvent au conseil départemental, c'est-à-dire des alertes qui se multiplient et pourtant les personnes concernées continuent malgré tout à avancer et à ne pas faire fi des règles et à faire fi, des règles. Alors, d'abord, moi, en reprenant la question sur le marché de Mamoudzou, je suis un petit peu étonnée parce que j'ai lu l'article qui est sorti effectivement, j'ai vu les reproches de la préfecture, les reproches que la préfecture avait fait au maire. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est quand j'entends un maire qui dit qu'il ne connaît pas, le code de marché public. Il ne maîtrise pas le code de marché public. On n'a pas besoin, quand on est maire, normalement, on est censé de connaître le code de marché public, le droit. En tout cas, la Cour de cassation dit que ce n'est pas une excuse pour un maire de dire je ne connais pas le marché non seulement public. ça, mais moi, ce que je voulais dire, Madame Alda, c'est que je sais qu'il y a des habitudes, il faut dire la vérité, il y a des habitudes qui se passent dans les différentes mairies, et c'est des habitudes qui durent depuis très très longtemps. Moi, j'ai vu qu'on a demandé, on fait les reproches par rapport aux 5% et les 30% que le maire a avancé à cette entreprise. Ce sont des habitudes qui sont pratiquées dans les différentes communes par les élus. Notamment, il faut dire la vérité, quand un élu a pas forcément le maire, hein. Ça peut pas être, ça peut être le maire, ça peut être un conseiller, ça peut être n'importe quel élu. Il a des accords avec l'entreprise en question, il faut dire les choses. Donc, souvent, il faut avancer tant, parce que j'ai besoin de temps, parce que j'ai un besoin immédiatement, surtout parce que quand surtout la préfecture fait des observations et que les observations ne sont pas suivies, ça veut dire qu'il y a un réel... sentiment d'impunité aussi. Voilà. Et puis, il y a la volonté aussi, parce que la personne, il a besoin, c'est-à-dire l'élu a besoin. Il y a des pressions pour qu'il donne cette avance. Dire qu'on a fait ça, qu'il y a un malentendu ou
qu'on n'a pas fait exprès, je ne peux pas y croire. C'est tout, parce qu'au niveau du conseil départemental, c'est une autre chose, c'est une autre affaire. Oui. D'ailleurs, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez été présidente de la CAPEB à un moment. Vous avez aussi dirigé une entreprise. Exactement. Mais ce n'est pas aussi la seule affaire de ce type. D'autres affaires emblématiques sont aussi passées ces derniers mois, notamment celle du SMIAM, le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte, qui a depuis été dissous, dans laquelle l'ancien président, Madi Ahmadanissi, était poursuivi pour le même délit de favoritisme. Il a validé le marché accordé à une société BTP, EMRB, pour la construction d'une école à Trévani. Le problème, c'est que l'entreprise n'avait pas du tout déposé de candidature pour l'appel d'offres, contrairement aux autres. Monsieur Anissi a été condamné à 3 ans d'inéligibilité, 4 mois de prison avec sursis et 3 100 € d'amende. Pour ces sociétés, les politiques ont-ils reçu des avantages en contrepartie sur la plupart de ces dossiers, selon vous? Je ne peux pas affirmer, parce que bon, je ne connais pas le dossier, mais par les pratiques, par les choses qui se font, on peut certainement... récemment, il y a eu... c'est quel dossier que vous avez parlé là, excusez-moi? Je parle en général. Celui dont tu parles, c'était celui du SMIAM et une entreprise de BTP pour construire une école, sur le dossier Anissi Amadi Amada. Alors, on a vu un exemple récemment d'un maire, un ancien maire qui a été condamné aussi, le maire de Tingoni. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un ancien maire, l'ancien maire de Tingoni qui a été condamné aussi sur des affaires de marché public. Et il n'a pas encore été condamné. Il a été mis en examen. Il a eu une mise en examen, mais c'est déjà grave. Moi, quand j'ai lu le dossier, quand j'ai vu la presse, c'est quand même grave. Et on peut, à partir des dossiers comme ça, en tant qu'élu, en tant que, comme vous le dites, ancienne présidente de la Confédération artisanale des petites entreprises de bâtiment, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Donc des dossiers comme ça, les élus ne peuvent pas dire qu'il y a vraiment une volonté dans les institutions qui gèrent les marchés publics. Il y a une volonté d'outrepasser les règles. Voilà. Nadim Amada, une réaction? Oui, une réaction juste par rapport à ce que vient de dire Madame la conseillère. Effectivement, l'ancien maire de Tingoni a été mis en examen. Je rappelle qu'il est toujours présumé innocent et que l'affaire suit son cours et que si il devait être jugé, ce serait dans quelques mois ou dans quelques années. Il fait partie d'ailleurs de votre groupe, le MDM, c'est bien cela? Oui, c'est un ancien maire MDM, un ancien président de l'association des maires, mais au-delà de ça, c'est un homme qui est présumé innocent. Mais pour rejoindre les propos de Madame la conseillère, et il ne faut pas se leurrer ou se le cacher, même si on n'a pas les éléments de preuve, mais on sait que la corruption gangrène la plupart des municipalités, notamment pour les marchés publics ou des entreprises pour obtenir des marchés, malheureusement, sont obligés de financer certaines campagnes ou de donner ce qu'on appelle des rétrocommissions à des élus. C'est une réalité qui est sur le territoire. Et je suis satisfait d'entendre le procureur de la République qui dit « je veux maintenant me battre contre ce genre de pratiques ». Justement, vous me lancez une bonne transition parce qu'on va écouter Camille Miansoni. Sur la plupart de ces dossiers, il y a des suspicions de détournement de fonds qui ont été finalement abandonnées car difficiles à établir. Ça explique la nouvelle stratégie du procureur. On l'écoute et il nous dit comment maintenant ils vont opérer. Écoutez Camille Miansoni. C'est un choix de politique pénale au plan local, c'est-à-dire ici à Mayotte, mais un choix de politique pénale au niveau de la cour d'appel. Vous savez qu'il y a un nouveau procureur général qui est arrivé, qui a donné une impulsion sur ces affaires économiques et financières. Vous savez sans doute qu'en septembre dernier, il y a Madame Houlette, procureure nationale financière, qui est descendue à Saint-Denis, qui a réuni tous les procureurs de la Réunion et de Mayotte pour parler des affaires économiques et financières. Donc, ce sont des impulsions, des orientations de politique pénale qui ont ciblé, mais je l'ai dit quand je suis arrivé parmi les sujets majeurs que je devais traiter,
Il y a le sujet de ce qu'on appelle des atteintes à la probité. Il s'agit de s'occuper de la façon dont sont gérés les deniers publics. C'est un enjeu important pour Mayotte, comme pour l'ensemble des territoires français. Nous avons des besoins en service public, nous avons des ressources limitées. Nous devons nous assurer que ces ressources limitées sont utilisées à bon escient et dans le respect scrupuleux des règles. Concrètement, ça veut dire qu'on fait le choix de la façon dont les enquêtes doivent être menées. On privilégie les enquêtes courtes pour pouvoir donner des réponses immédiates, en tout cas rapides, par rapport à ces affaires. Ça ne sert à rien de conduire des enquêtes pendant des années et des années sans que l'aboutissement judiciaire ne soit constaté. Donc l'objectif, c'est d'arriver à cibler des infractions très précises, de ne pas nécessairement s'étendre sur les infractions qu'il faut rechercher, de resserrer les investigations sur des faits les plus marquants dans un dossier pour arriver, dans des délais raisonnables, à traduire les auteurs, lorsque les faits sont établis, devant la justice pour que la justice puisse rendre ses jugements. L'affaire des marchés publics de la mairie de Mamoudzou, qui a été jugée le 7 novembre dernier, illustre cette stratégie de politique pénale, c'est-à-dire un signalement reçu en septembre 2017 et un jugement en novembre 2018. Ça aurait même pu arriver plus tôt, s'il n'y avait pas eu des problèmes de grève, d'agenda, on aurait pu juger cette affaire beaucoup plus tôt. Ça illustre donc cette façon de faire. Donc des enquêteurs mobilisés sur un périmètre très circonscrit, un suivi très serré des enquêtes, c'est-à-dire que je suis personnellement chaque enquête, je fais des réunions d'enquête, on suit pas à pas l'évolution des enquêtes pour pouvoir savoir si on va vers des poursuites ou vers des classements sans suite de manière assez rapide. Voilà, vous venez d'entendre Camille Miansoni, le procureur de la République, qui nous explique d'ailleurs que, vu tous les signalements qu'il a reçus ces derniers temps, il a de quoi travailler pour 2 ans. Najim Amada, si on écoute le procureur, on laisse un peu de côté les faits les plus graves pour aller plus vite, pour pouvoir sanctionner plus rapidement. Pourquoi c'est si compliqué d'aller jusqu'au jugement sur des faits de corruption? Pourquoi c'est si difficile d'établir des preuves sur ce sujet? Non, c'est parce qu'il a dit. Il a dit on va cibler des infractions précises sans forcément prendre toutes les infractions. Oui. Mais je pense qu'il y a une volonté de faire de l'exemple et il y a une volonté de moraliser la vie publique et la vie politique à Mayotte. Et encore une fois, en tant qu'élu, en tant que citoyen, parce qu'on parle d'argent public, je suis très satisfait de cette politique qui est menée par le parquet. Madame la conseillère ici a fait un certain nombre de signalements, d'autres collègues du conseil départemental également, et jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de suite. Donc aujourd'hui, que le procureur prenne ces signalements et diligente des enquêtes, c'est une très bonne chose. Donc, encore une fois, M. Mancini, le procureur de la République, a reçu des instructions précises de son chef, c'est-à-dire le procureur général, qui lui-même a reçu des instructions de plus haut. Je pense qu'il était temps, sur ce territoire, qu'on mette un peu plus d'éthique dans la politique et qu'on moralise la vie publique, tout simplement. Mais en voulant aller très vite, justement, pour pouvoir sanctionner, y a-t-il pas un risque, justement, de passer à côté des vrais responsables? En fait, non. Ça, c'est un peu technique. C'est-à-dire que quand il y a une infraction, on présume qu'elle a été commise, on a le choix soit de faire une enquête de police ou de gendarmerie sous le contrôle du procureur, soit on fait le choix d'ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire confier l'enquête à un juge d'instruction, et ça, le juge d'instruction qui contrôle, qui maîtrise la procédure. Sauf que les instructions durent effectivement 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et des fois ça peut ne pas aboutir, parce que les juges d'instruction sont débordés à Mayotte, on vient d'en avoir un supplémentaire et c'est tant mieux. Alors qu'une enquête de police, le procureur, lui, il cible ce qu'il veut, il fait son enquête, une fois qu'il a bouclé son enquête, il passe en jugement. Sur le plan du droit, c'est légal. Sur le plan des droits de la défense, également, ça peut être discutable. Parce que quand on a une instruction, la personne qui est mise en examen a droit à l'accès du dossier. C'est-à-dire, on sait exactement ce que lui reproche, les éléments de preuve que peut avoir le juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge. Alors que le procureur, il l'instruit à charge. Il ne cherche pas à disculper la personne, il veut prouver la culpabilité de la personne. Ça nous rappelle une autre affaire, Faïd Souaili, celle concernant la MCG.
avec 2 conseillers départementaux qui ont eu des peines d'inéligibilité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette affaire concernant la MCG? Alors, concernant la MCG, ce qui s'est passé, c'est que on reproche en fait une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la fois à la MCG et ils sont élus au conseil départemental. Donc, ça veut dire que quand il y a certaines décisions qui concernent le port, on peut les soupçonner de ne pas être partiaux. Donc, et en gros, c'est ça qui s'est passé. Que dit la règle normalement quand on travaille dans une société et qu'on est à la fois élu concernant les délibérations? Ils ne doivent pas prendre part aux délibérations. Mais on peut donner une procuration? Non. Non, parce que la procuration, c'est pour participer au vote. Donc non, ils ne peuvent pas donner de procuration. Et là, justement, dans ce cadre-là, notamment Issoufia Hamada Hadj Mohoko, lui a donné des procurations. Donc, en n'étant pas là physiquement, il pensait être, je veux dire, ne pas avoir de responsabilité, alors que justement, même s'il n'est pas là physiquement, mais il y a la procuration. Il avait mal compris la législation. Oui, je pense qu'il n'avait pas compris, ou sinon, je ne sais pas, ou peut-être que, oui, à mon avis, je pense qu'il n'avait pas compris. Et lui, dans son cas, c'est un peu spécial, c'est-à-dire que lui travaillait au port depuis des années et des années. Donc finalement, il était d'abord au port avant de devenir élu. Ce qui n'est pas le cas de sa collègue Souhaïra El Haddad, qui, elle, a été élue et ensuite a travaillé au port. Après avoir voté pour que... Non, elle n'a pas voté. Elle a été élue en 2015. Donc elle a été élue en 2015 et elle travaillait au conseil départemental. Donc en étant élue au conseil départemental, elle ne peut pas travailler au conseil départemental. Donc elle est allée chercher un autre emploi. Elle a trouvé donc à la MCG. Et là, pareil, quand il y a eu des décisions qui ont été prises, donc, alors elle, c'est un peu particulier et moi, ça m'étonne beaucoup. C'est-à-dire qu'elle dit, lors de l'audience, elle a dit ne pas être présente. Et sur les PV de séance ou de commission, elle est présente. Donc, Bichara Bouairi Payet, ça vous étonne Oui, d'abord, je voudrais saluer vraiment ce que j'ai constaté qu'effectivement, depuis l'arrivée il y avait d'abord M. Garrigue, l'ancien procureur, et puis le procureur qui est en exercice actuellement. Depuis son arrivée, il y a effectivement un changement, c'est-à-dire qu'on sent que les choses bougent. On voit qu'il y a beaucoup de dossiers qui commencent ils ont aussi une stratégie, et on le sent, qu'ils ont une stratégie, une manière de fonctionner, de travailler pour vraiment arriver à sortir des dossiers d'une manière positive. On l'a senti même avec le dossier je l'ai senti avec le dossier de la SPL que j'avais moi-même introduit à la justice. Et puis, notamment, il y a l'affaire la MCG. Non, en fait, c'est toujours le même dossier, mais je voulais dire, par rapport à leur manière de travailler pour sortir ce dossier-là, j'ai senti que ça manquait. Ça manquait parce que depuis des années à Mayotte, vous le savez très bien, depuis des années à Mayotte, il y a beaucoup d'affaires, il y a des élus qui ont essayé de saisir la justice sur des dossiers qui n'ont jamais abouti, tout simplement, ou alors les élus ont même pensé qu'il y a eu peut-être des négociations, que le dossier a été étouffé. ont été étouffés. Mais concernant ce dossier de la MCG qui concerne certains de vos collègues, de vos confrères. J'arrive concernant le dossier de la MCG. Alors, concernant le dossier de la MCG, moi, je ne connais pas le fond du dossier. Je ne connais pas. J'ai entendu, j'ai suivi l'affaire comme ça dans les journaux. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu par rapport à certains élus qui sont concernés pour ces dossiers, je pense qu'il y a quand même une affaire
par exemple, la binôme de Zaïdani, par exemple, Sohaïra El Haddad. Moi, je pense qu'il y a quand même un souci parce que il y a le marché, il faut dire la vérité, il y a le port de Longoni qui a été confié à Madame Nel. Et puis par la suite, on voit, bon, je ne connais pas le fond du dossier, je ne sais pas qu'est-ce qui a été reproché à Madame Sohaïra El Haddad, qu'est-ce qui a été... mais ça vous paraît suspect qu'elle soit recrutée par la suite? Qu'elle soit recrutée par la suite, pourquoi Sohaïra El Haddad a été recrutée, pourquoi elle se retrouve à Longoni. Voilà, c'est... Nadim Hamada, par contre, Idanel et Jacques-Martial Henry ont réussi à s'en sortir, en quelque sorte. Pas de condamnation à leur encontre. Comment expliquer ça? Comment ils ont pu se défendre? Ils avaient des bons avocats. De meilleurs avocats? Il n'y a que d'excellents avocats. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce que je le dis toujours, c'est qu'on a d'excellents avocats sur ce territoire. Arrêtons de prendre des avocats de l'extérieur quand on a des soucis sur ce territoire. Je parle en direction des élus. On a d'excellents avocats sur ce territoire. Pourquoi ils ne vous font pas confiance, c'est ça? Non, c'est pas qu'ils nous fassent... Je crois que... là, on va quitter un peu le sujet. C'est que, rapidement, c'est que je pense que certains de nos élus, soit ils n'ont pas confiance, soit ils souffrent d'un complexe d'infériorité. Et ils pensent qu'un noir ne les défendra pas bien par rapport à un blanc, tout simplement. Malheureusement, il y en a qui pensent ainsi et ce n'est pas la réalité. Donc pour en revenir au dossier? Pour en venir au dossier, le port de Longoni a été confié sous une forme de délégation de service public à Madame Nel, enfin, via la société MCG, par le conseil général présidé par Daniel Zaïdani. Mais ce n'est pas Daniel Zaïdani qui a confié le port à Madame Nel. C'est le conseil général, c'est-à-dire un ensemble d'élus. Ce n'est pas une décision d'une personne, c'est un ensemble de personnes. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est reprochée exactement à Sohaïra El Haddad, c'est de, tout en travaillant au port, de prendre part à des décisions qui concernent le port au sein du conseil départemental en tant qu'élu. La loi dit que ce n'est pas possible, même si elle n'en tire aucun avantage. Elle-même, ni financier, ni moral, ni autre chose, aucun avantage. Le simple fait de participer à la délibération, une décision qui concerne son employeur, en l'occurrence la société MCG, est illégale. Ça s'appelle prise illégale d'intérêt. C'est ça ce que lui reprochait. Alors la ligne de la défense a été de dire que, effectivement, quand les décisions concernaient de près ou de loin le port, je quittais la salle. Sauf que les PV disent le contraire. Elle dit, les PV ont été mal faits, parce que quand je quittais la salle, ils auraient dû le marquer, ils ont oublié de le marquer. Il y a tout un débat sur ça, sur les PV du conseil départemental, sont bien faits ou pas bien, est-ce qu'ils sont rigoureux? C'est ça ce qui est reproché. Je réponds totalement à votre question. Vous avez posé la question sur Jacques-Martial Henry. Et Idanel. Je répondrai surtout sur les élus. D'accord? C'est un ancien élu. Et ce qui lui est reproché à lui, c'est d'avoir été un élu du conseil général et de travailler au sein, après son mandat, au sein de la société MCG. La loi dit qu'on ne peut pas le faire dans un délai de 3 ans. Après 3 ans, on peut le faire. Et lui, il a été recruté avant. Sauf que la loi dit qu'il faut avoir exercé des fonctions d'exécutif local. Et lui, sa ligne de défense, et c'est ce qui a permis de s'en sortir, pour reprendre votre mot, a été de dire, moi, je n'étais pas investi d'une mission d'exécutif local. C'était le président. Moi, je n'étais pas président. Et donc, et ainsi, le tribunal a considéré qu'effectivement, il ne pouvait pas être condamné pour ça. Alors, ce sont des affaires qui touchent toutes les collectivités, vous l'avez dit, des mairies, des syndicats mixtes, le département, des associations, mais aucun dossier n'a pu aboutir devant la justice sans les personnes, n'aurait pu aboutir sans les personnes qui ont alerté la justice, les lanceurs d'alerte. C'est la Chambre régionale des comptes, pour la plupart des cas, ou des entreprises qui ont répondu à des marchés publics et qui se sentent lésés, et même des particuliers, mais rarement des politiques. Le procureur qui reçoit régulièrement ces signalements, justement, nous dit qu'il regrette qu'il n'y ait pas plus d'associations, c'est-à-dire des ensembles qui peuvent bénéficier de l'appui d'un juriste pour pouvoir nous donner des éléments qui sont plus recevables au niveau de la justice. Une réaction Oui. C'est encore la philosophie de comment on pense ici au sein des collectivités, c'est qu'il est très difficile dans ce territoire d'attaquer en justice
un élu, ou un collègue, ou quelque chose de ce type-là, c'est mal perçu, c'est mal vu. Et donc, on a cette réticence, effectivement, d'engager des procédures au pénal, je parle. Il y en a qui attaquent devant le tribunal administratif. Je crois que madame, ici présente, elle l'a fait à plusieurs reprises, où on attaque une délibération. Mais aller dire que telle personne use de son influence, ou a été corrompue, ou fait une prise illégale d'intérêt et déposer plainte, c'est très compliqué pour les gens. La population estime que le seul juge qui devrait intervenir, c'est l'électorat, c'est l'électeur. C'est-à-dire, quand on dénonce les choses auprès de la population, donc la population devrait dégager ces élus-là pour les remplacer. Sauf que jusqu'à présent, on a eu très peu de condamnations, et jusqu'au jour où, jusqu'à ce quand on va mettre vraiment un élu en prison, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas sur ces territoires. Et l'inéligibilité, ça ne change pas. On revient au bout de 3 ans. Ces 3 ans, les gens ils reviennent facilement. Donc, si on ne met pas quelqu'un, un élu, en prison, les choses ne changeront pas. Et donc, je pense que vous allez dans mon sens. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que justement, au niveau national, en termes de condamnation, donc de délits financiers, ça débouche rarement sur la condamnation de prison ferme. C'est souvent de la prison avec sursis, beaucoup d'amendes. Si on prend par exemple le cas le plus emblématique dernièrement, c'est Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale. Lui, il a fait de la prison ferme, mais il n'a pas fait toute sa condamnation parce que le système français veut que quand il nous reste 2 ans de prison, on peut aménager la peine. Donc la peine de prison ferme peut se faire en dehors de la prison. De toute façon, il n'y a pas de place à Bajikavo, donc où est-ce qu'on va les mettre C'est pas le feu Bamana qui disait qu'il faut faire le quartier des élus. Donc, pardon, je vous coupe. C'est que dans la politique menée actuellement par le parquet, et on a vu une première dans le dossier de la mairie de Mamoudzou, le procureur a demandé la condamnation de la mairie, à la 50 000 commune, euros. à 50 000 euros d'amende. Et ce n'est pas rien, c'est-à-dire c'est l'argent des électeurs, c'est l'argent de la population. Et si effectivement il y a une condamnation, il y a quand même un préjudice politique, si je puis dire, vis-à-vis du maire. Et donc je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut effectivement mettre en place. À un moment donné, il faut qu'il soit responsable et que la population sache qu'on a certains élus qui font n'importe quoi. À un moment donné, ils sont condamnés et on en supporte tous les pots cassés. Bichara Bouheri Payet, vous êtes l'une des rares, sinon la seule, à dénoncer régulièrement des irrégularités dans l'attribution de marchés publics ou de subventions au conseil départemental. Pour vous, il y a un vrai problème de comportement qu'il faut changer au niveau de la classe politique, parce que selon vous, pour eux, c'est des choses qui sont normales. Oui, en fait, au vu le comportement, c'est comme si c'était normal. Mais effectivement... Vous avez des exemples de cas où justement ils considéraient que c'était tout à fait... Oui, il y a le dossier de Dembéni, par exemple. C'est-à-dire il y a les subventions de Dembéni. C'est un dossier... j'ai d'ailleurs amené vous verrez que j'ai 234 000 qui a été délibéré en séance par les élus. Et de l'autre côté, vous avez le même jour, on nous a sorti 483 630 euros que le conseiller départemental ne connaissait même pas. Donc ça a été vraiment une surprise pour moi quand j'ai découvert les 483 000. Ça veut dire 2 délibérations le même jour sans que vous ayez été associé. Voilà, sans que les élus le sachent. Donc, ce sont des dossiers, des dossiers comme ça. Et ce dossier-là, j'ai saisi le procureur de la République. Et effectivement, quand on n'a pas d'avocat, c'est-à-dire on n'a pas un juriste, mais on fait les choses comme ça, alors que ce sont des dossiers normalement qu'on devrait saisir un avocat pour les préparer, parce que c'est quand même... c'est quand même des dossiers qui demandent de la technicité pour aller vers la justice. Malheureusement, ce ne sont pas des affaires privées, ce sont des affaires publiques. Je ne peux pas à chaque fois m'amuser d'aller prendre un avocat. Donc c'est vrai qu'il y a un problème. Et alors, au niveau des élus, moi je pense qu'il y a des habitudes
tant qu'il n'y a pas de condamnation, effectivement, les élus continueront parce qu'ils se disent qu'ils trouvent ça, ces actes-là, ils les trouvent complètement normaux. C'est-à-dire, pour eux, c'est quelque chose de banal. Voilà, de banal. C'est toujours fait. Voilà. Et même certains rigolent quand en séance je fais des remarques, je dis voilà, vous ne pouvez pas faire telle chose parce que c'est pas bon, c'est pas légal. Voilà, c'est pas légal. Est-ce que vous recevez des pressions parce que vous le dites, le procureur l'a confirmé, vous avez envoyé de nombreux courriers, des signalements. Est-ce que vous recevez des pressions de vos collègues suite à ces dénonciations, ou est-ce que ou à l'inverse, vous avez des soutiens? J'ai des soutiens, mais des soutiens qui sont discrets parce qu'ils voilà, ils se montrent pas. Dépression, non, j'ai pas de dépression, mais je sais que les choses se font d'une manière vraiment à me décourager. C'est-à-dire, on fait des choses derrière. On vous met des bâtons dans les roues. Il y a, par exemple, là, tout à l'heure, hors antenne, je vous ai expliqué que j'avais alerté le président par rapport à une réunion qui s'organisait illégalement, c'est-à-dire que ça ne suivait pas le règlement, parce que une commission permanente, je lui avais alerté et je vois que là, il répète encore la même chose. Donc, il y a des choses comme ça. En fait, il y a des choses qui se font pour vous fatiguer, ils se font exprès pour vous fatiguer parce que à chaque fois vous écrivez, vous alertez que vous allez saisir la justice. Donc, on vous met les bâtons dans les roues, on essaye de... On va entendre le procureur sur ces peines d'inéligibilité qui sont devenues de plus en plus fréquentes. C'est l'un des points marquants de ces derniers dossiers. Et souvent, signe de mort pour certains au niveau politique, elles semblent être un peu plus dissuasives que les sanctions financières. On écoute le procureur. Et je pense que c'est une peine qui parle. Elle parle parce qu'elle est liée très exactement au statut dans le cadre duquel on est supposé avoir commis des infractions. Quand on est un élu, qu'on est poursuivi pour avoir commis un acte pendant son statut, en étant sous son statut d'élu, il est normal que la sanction pénale qui arrive soit aussi liée à ce statut. Et c'est la volonté du législateur. Vous pensez que c'est plus efficace ? Elle a une certaine efficacité parce que je pense qu'elle a vocation à faire comprendre aux élus qu'il y a une ligne rouge. Je voudrais aussi voir des élus qui se sont trouvés en situation de délicatesse, dire oui, là j'ai fauté, je dois assumer ma responsabilité, je dois regarder la réalité en face et je me projette dans l'avenir avec une conscience du respect que je dois à la règle. Et à ce moment-là, on peut commencer à regarder quelles sanctions peut être adaptées à une telle situation. Mais quand vous avez des élus, de responsables, à qui on met sous les yeux les irrégularités grotesques et qui continuent à vous affirmer qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont rien entendu, à ce moment-là, il faut aller chercher la sévérité de la loi parce que ça a un sens. Il y a une notion chez nous, ce qui est le sens de la peine. La peine doit avoir un sens. Elle doit avoir un sens de punition, mais elle doit aussi avoir un sens pédagogique. Faïd Souaili, le procureur nous dit, et je vous donne la parole tout de suite, le procureur nous dit que ces peines-là fonctionnent, les peines d'inéligibilité. Est-ce que ce que vous avez observé va dans le sens de ce qu'il dit ? Alors, comme le disait tout à l'heure Maître Amada, une peine d'inéligibilité, ça a un temps. Donc, on est, par exemple, Abdourahmane Souadi Ladjo, il a été sanctionné pour des emplois fictifs à la mairie de Mamoudzou. 1 an. Ça n'a pas empêché de se représenter pour l'élection d'après. Donc on purge sa peine et puis après on revient. Et c'est le cas partout. Alain Juppé a été confronté. À La Réunion, actuellement, donc André Tianakoun, qui est maire du Tampon, il a déjà été condamné. Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, a déjà été condamné. Ils ont purgé leur peine. Ils reviennent. Donc, mais je pense que ça revient différemment. On se rend compte parce que... moi, il y a des personnes qui m'ont dit, qui ont été, parce qu'il y a des élus aussi qui ont été poursuivis, qui ont été relaxés,
Mais pour eux, ça, maintenant, ils réfléchissent. Ils savent que ils vont faire attention à ce qu'ils font. Ils savent que quand on est élu, on a des responsabilités. Et puis, ensuite, il y a aussi des personnes qui ont le virus de la politique et qui, de toute façon, oui, vont revenir systématiquement. Nadim Hamada, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que quand on fait appel, cette peine était automatiquement annulée d'une certaine manière. Oui, mais de toute façon, quand on prononce l'inéligibilité, ça ne s'applique pas sur le mandat actuel. Oui. C'est après pour le mandat d'après. Donc ça veut dire que si, par exemple, monsieur le maire de Mamoudzou... Il ne perd pas son poste. Il va continuer. Bien sûr. Et après, il ne pourra plus se représenter pendant 2 ans, 3 ans, enfin, selon ce qui va être décidé. Mais on a eu d'autres cas, je ne vais pas citer les noms, des personnes qui ont pris des inéligibilités sur ces territoires et qui finalement sont revenus, ils ont même des postes à responsabilité aujourd'hui. Ça concernait des problèmes de comptes de campagne. Parce que quand on ne présente pas ces comptes de campagne également, il peut y avoir des difficultés pour se présenter à une élection. Et qui reviennent sans difficulté. Donc moi, je ne pense pas que cette peine soit dissuasive. À moins que ça soit à vie, mais le temps de 2 ans ou de 3 ans, il n'y a pas de difficulté. Qu'est-ce qui serait efficace pour vous le fait de ne pouvoir se présenter à aucune élection, si on a un casier judiciaire sur des faits de ce type? Il y a une loi qui a été introduite, mais qui a été retirée. Oui. Il y a 1 an ou 2 ans. La moralisation, voilà, sur la qui moralisation exigeait d'avoir un casier judiciaire vierge oui. pour se présenter à un mandat électif. Ce qui était normal, parce que quand n'importe qui, le chef de la sécurité de l'aéroport, il doit présenter un casier judiciaire même vierge. Nous, les journalistes. Voilà, et les personnes qui ont l'argent public entre leurs mains, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Malheureusement, le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout, mais il faudrait imposer, en direction de nos parlementaires, ils nous écoutent sans doute, quelque chose de ce type-là, où effectivement, casier judiciaire vierge, pour pouvoir être sénateur, député, maire, ou conseiller général. Bichara Bouahiri, vous avez une réaction suite aux propos du... Oui, moi je pense qu'une peine d'inéligibilité, c'est quand même une peine. C'est parce que c'est aussi une peine, c'est déjà un début pour Mayotte, parce que ça, on n'en avait pas avant. Quand une personne est condamnée, ça dérange toujours, c'est-à-dire, quelle que soit la sanction, ça dérange. Un élu qui est sanctionné, ça dérange toujours parce que personne n'est content de se voir affiché dans les médias qu'il a été condamné, machin. Donc moi je dis, c'est déjà un début, c'est déjà un début, c'est une bonne chose. Je ne sais pas, est-ce que certains souhaiteraient que ça aille jusqu'à donner une condamnation ferme, de prison ferme. Moi, je pense que cela ne réglera pas le problème, parce que s'il y a une condamnation de prison ferme, ça ne veut pas dire que l'élu, quand il quittera la prison ou quand il sera... ça donne un signal fort pour les autres. Mais la peine, non, mais les peines qu'ils reçoivent en ce moment, moi je pense les peines d'éligibilité, c'est déjà quelque chose. Parce que le maire de Mamoudzou, je suis sûre qu'il n'est pas du tout fier de voir ça. Et il doit avoir aussi honte parce qu'il s'explique, il est en train d'expliquer aux gens que lui, il n'est pas concerné. En fait, donc, si déjà un maire ou un élu explique aux gens que... C'est aussi un signal envoyé aux électeurs. Donc, il est dérangé. Donc, moi, je pense que déjà il y a ça. C'est quelque chose de fort. Alors, il y a une chose que je voulais dire. Par contre, pour les élus, pour les prochaines élections, moi, je dis que... Parce que je sens que... il y a un problème de confiance déjà entre l'élu et les citoyens. À Mayotte, pour que l'élu ait la confiance des citoyens, il va falloir vraiment qu'il y ait un travail. Et je pense que pour les prochaines élections, je crois que les partis politiques ils devraient vraiment penser à ça. À faire eux-mêmes le ménage. Le problème, c'est que les partis politiques eux-mêmes ne sont pas forcément dans une bonne situation. Et puis, moi, je pense que c'est le rôle du parti politique de former ses militants, de former ses candidats pour dire, voilà, vous allez accéder à des responsabilités. Attention, c'est bien, on aura les honneurs, on pourra faire ci, on pourra faire ça.
mais en termes de responsabilité, si on fait un marché public et on... Parce que en fait, c'est très facile de commettre un délit. Hein. Là vous mettez un peu de côté le fait que parfois certains partis politiques protègent aussi leurs candidats, souvent même les remettent sur le devant de la scène. Moi, ce que je voulais dire surtout à Alda, c'est que je pense qu'il faudrait, pour que la situation change, il faudrait aussi que les élus qui souhaitent dénoncer des abus, qu'ils le fassent. Parce que le problème est que les gens ont peur, les gens ont peur de dénoncer, de saisir la justice quand il s'agit des abus concernant les fonds publics, quand il s'agit de dénoncer des faits concernant un président ou un maire. Ils ont peur peut-être parce qu'ils ne se sentent pas non plus eux-mêmes très à l'abri des dénonciations, non? Certainement, ils ont peur des pressions qui viendront plus tard, après. Les pressions, il y en aura toujours. Moi, je ne subis pas, je n'ai jamais subi des histoires de pression, mais je sais que je suis... Mais justement, en parlant de pression, parce que là, on s'attarde sur la classe politique, mais par exemple, les entreprises elles-mêmes ne sont pas totalement innocentes dans tout ça. Vous êtes vous êtes dans la commission des finances au conseil départemental. Vous recevez aussi des pressions des entreprises Non, la commission des finances ne gère pas des entreprises. Il n'y a pas des histoires de marché public dans les finances, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Parce qu'effectivement, au niveau de la commission des finances, il y a un président. Par contre, là aussi, c'est pour cela, d'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais qu'il faudrait que peut-être qu'on fasse une émission spéciale pour parler du fonctionnement du conseil départemental. Ça m'intéresserait beaucoup parce que c'est un dossier vraiment que j'attends beaucoup. Concernant la commission des finances, justement, là, il y a un président qui est président de la commission de finances et qui est en même temps président de la DIM, qui est en même temps président... Bon, la commission de finances, c'est la commission aussi de développement... C'est finances et développement économique. Il est président de la DIM. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le fonctionnement du conseil départemental aujourd'hui? On a l'impression que le président du conseil départemental, c'est lui. On a l'impression que c'est lui qui décide les finances qui vont aller à la DIM, qui transfère les finances qu'il veut à la DIM. Mais il ne faut surtout pas qu'on lui dise quelque chose. Et la DIM, aujourd'hui, représente... la DIM, pour vous, la DIM représente quoi? On a l'impression que la DIM, c'est le conseil départemental. Le conseil départemental est mort complètement. On n'entend que la DIM. On n'entend pas la CCI. En fait, la DIM a pris les fonctions de la CCI. La CCI n'existe plus. Le conseil départemental n'existe plus parce que cette personne, il voulait être président du conseil départemental. Son parti ne l'a pas laissé. On ne lui a pas donné l'accord. Donc, il y a... on a... Mais vous m'avez aussi parlé notamment d'entrepreneurs qui venaient vous voir personnellement pour essayer de vous influencer. Alors ça, c'est la commission parce que là, vous m'aviez parlé de la commission des finances. Oui, pardon, c'était celle la commission d'appel d'offres. La commission oui. d'appel d'offres, c'est pareil. J'ai signalé au président et le président d'appel d'offres, le président aussi du conseil départemental qui fait partie de cet appel d'offres, de cette commission. Pareil, j'ai appris que alors qu'on se réunit pour discuter des appels d'offres, et des gens, il y a déjà des entreprises qui savent déjà que c'est eux qui seront retenus. Donc, ça, c'est des choses chez moi quand j'ai appris ça, j'ai alerté le président, je lui ai dit, je lui ai écrit, parce qu'à chaque fois Et ça s'est confirmé que c'était ces entreprises par la suite qui l'ont obtenu, c'est marqué? Moi, je ne peux pas le confirmer, parce que mais le fait d'entendre la nouvelle, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai alerté le président. Et ce sont des choses qui arrivent, effectivement, parce que c'est une habitude. En fait, à Mayotte, c'est pour cela qu'à Mayotte, les entreprises ont l'habitude
que quand ils envoient leur dossier, il faut aller vers les élus qui font partie de cette telle commission d'appel d'offres, aller voir tel élu, aller voir tel élu. Et pour leur mettre la pression. Voilà, non, pas pour mettre la pression, non, pour leur parler, pour leur dire que voilà, j'ai déposé mon dossier. Ouais, c'est une forme de pression. Voilà, aussi. et puis influencer la décision. Voilà, oui. et puis c'est pas un mal maoré, c'est national, je pense. Et puis l'élu derrière, il en profite, il en profite. De toute façon, on sait que les élus qui font ça, en général, ils ont des entreprises bien ciblées. Et on les voit d'ailleurs, parce que souvent, ce sont des entreprises qui travaillent en permanence avec l'élu en question. Toute l'année, ils ont régulièrement des travaux. Ils ne travaillent pas occasionnellement, je vais dire, mais régulièrement, ils sont retenus pour... Nadim Amada, ce genre de pratique, c'est-à-dire aller voir les élus, essayer de... Est-ce qu'il y a un moyen aussi de faire en sorte que ça s'arrête Je pense que c'est humain. Une entreprise qui postule, qui connaît l'élu, qui postule à un marché public, va voir l'élu. Je pense que ce n'est pas en soi condamnable. Ce qui est condamnable, c'est du lobbying, en quelque sorte. Ce qui est condamnable, c'est de faire des propositions d'argent ou des choses de ce type-là pour obtenir le marché. Effectivement, c'est ça qui est condamnable. Et là, c'est de la corruption. Oui, c'est de la corruption, concrètement. Mais je pense que ce n'est pas un mal maoré. Je pense que la Réunion, ça doit être pareil dans tous les territoires d'outre-mer. Mais je voudrais revenir sur la question précédente, sur, de façon générale, comment se prémunir de ce genre de choses. Un élu, pour être élu, il n'y a pas besoin de diplôme. Ça aussi, c'est pas un métier, mais c'est une fonction, mais il n'y a pas besoin de diplôme. Il y a des conditions d'âge, mais il n'y a pas besoin de diplôme. Et donc, n'importe qui peut se présenter demain pour être maire, pour être sénateur, député, et ainsi de suite. Malheureusement, certains n'ont pas effectivement pris la mesure de la fonction, les enjeux de ces mandats, ni la complexité de certains dossiers. Et certains gèrent certaines communes comme si c'était des chefs de village, sans s'inquiéter de ce qui est l'ANRU, des choses de ce type-là, où vraiment il faut être à jour au fait des difficultés d'un territoire. Je reprends l'expression de mon ami Mouta qui s'était présenté aux élections législatives. Il faut avoir quand même pour moi un certain bagage. Et certains n'ont pas ce bagage-là. Je n'ai pas dit que j'en avais, je n'ai pas dit que Mme Bichara en avait, mais il y en a, vraiment, c'est zéro. Et quand on gère des communes où, effectivement, il y a une population qui attend quelque chose derrière, c'est-à-dire améliorer son cadre de vie, et on se contentait de recevoir les gens pour dire que le terrain de machin, voilà, c'est-à-dire faire un rôle de cadi ou de conciliateur public. Non, on a besoin d'améliorer l'habitat, on a besoin d'essayer d'améliorer les conditions de vie des gens. Et effectivement, pour reprendre encore l'expression, certains bagages sont manquants. Et pour cela, il faudrait effectivement, pas rehausser le niveau, mais être plus regardant sur nos élus, sur les personnes qu'on va... je finis, si vous permettez. Mais maintenant, on n'est pas forcément obligé d'avoir un bac plus 17 pour être maire. On peut tout à fait, effectivement, organiser ces services, c'est-à-dire avoir une équipe qui soit en place et on choisit des personnes compétentes pour ça. Malheureusement, deuxième pendant du problème, c'est que les recrutements se font des recrutements de complaisance. On ne choisit pas forcément les bonnes personnes, on choisit les personnes parce que c'est de la famille politique, on choisit les personnes parce que c'est la famille tout court. Il y a aussi une histoire de confiance à avoir. Oui, c'est toujours, on revient sur le même problème. Donc non, on tourne en rond, on a la tête qui ça ne va pas, on a l'équipe autour, le staff qui ne va pas non plus. Il va falloir quand même, je rappelle que 2020, il y a des élections, changer les choses. Faïd Souaili, le temps passe très vite, on va essayer de faire un dernier tour de table. Une réaction à ce que dit monsieur... Oui, donc il a bien raison de souligner que tout le monde peut être candidat. Moi, je sais qu'il y a quelques années, on me disait, par exemple, que le maire de Bandaboua, ça ne vaut pas le coup parce qu'il a un BEP. Sauf que le maire de Bandaboua, comme il le dit, il avait une très bonne équipe autour. Donc, et il faut aussi, je pense qu'il y a des dispositifs législatifs qui existent. Comme n'importe qui peut être élu, une fois qu'on est en place, il y a des formations. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que et les partis politiques, et une fois les conseils municipaux qui sont en place, fassent des formations pour leurs élus, pour leur faire prendre conscience du rôle qu'ils ont
et que, oui, ils ne tombent pas dans le piège ou ils ne soient pas tentés de tomber dans le favoritisme, le délit, et tout ce qui s'ensuit. Bichara Boaheri-Payette, vous pensez qu'un jour, le président du conseil départemental pourrait être inquiété suite aux agissements de ses équipes? D'abord, je voulais dire, concernant la formation des élus, ça existe. Et les élus suivent ces formations. Et ce n'est pas ça qui change les choses. Donc vous dites que c'est vraiment une volonté. Voilà, donc les élus suivent régulièrement, ils sortent, ils vont à Métropole, parce que les formations s'organisent à Métropole. En tout cas, concernant le conseil départemental, il y a régulièrement des formations et chaque élu qui veut partir en formation, il peut y aller, c'est pris en charge par le conseil départemental. Mais c'est pas ça qui fait changer les choses. Vous pensez que le président du conseil départemental pourrait être un jour inquiété suite aux actions de ses équipes? Alors, le président du conseil départemental, moi, je crois que je ne sais pas s'il serait vraiment inquiété parce que je ne sais pas si c'est lui réellement qui gère. Moi, j'ai l'impression que c'est son cabinet. Alors la personne qui serait inquiétée, est-ce que ça ne serait pas plutôt son cabinet? C'est lui qui signe. C'est lui le chef responsable. Non, mais je reviens parce que je vous dis qu'il y a au niveau du fonctionnement du conseil départemental, on sent que le président il est absent, il est pas là, il est quasiment pas là. Je peux même vous dire que depuis que j'ai quitté la majorité l'année dernière, je viens d'apprendre qu'il n'y a jamais eu de réunion de majorité depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même grave quand un collègue récemment m'indique qu'il n'y a jamais eu de réunion de groupe de la majorité. Il y a tellement d'affaires. Moi-même, j'ai saisi la justice, le tribunal administratif sur des affaires concernant les procès-verbaux, et ce sont des dossiers quand même graves, parce que des procès-verbaux qui sortent complètement vides sans les interventions des élus. Vous voyez bien, je vous ai montré tout à l'heure des procès-verbaux. C'est-à-dire des procès-verbaux qui sont totalement vides. Voilà, vides, il n'y a rien. Donc, c'est quand même, je trouve, pour une institution comme le conseil départemental, pour moi, je considère que ce sont des choses très graves. Pourquoi? Pour cacher ce qui se passe dans ces... Exactement, c'est depuis que j'ai saisi la justice sur le dossier de 483 000 et les 234 000. Ils sont dérangés parce qu'à chaque séance, je reviens sur ces dossiers et d'autres dossiers aussi. Je pose des questions. En fait, j'ai constaté que c'est depuis que j'ai quitté la majorité qu'ils sont dérangés parce que C'est devenu le premier... Voilà, à chaque séance, commission permanente ou à chaque séance, je pose des questions, je lis les rapports. En fait, vous jouez à vous seul le rôle d'opposition au conseil départemental. Je ne sais pas si je le joue seul, mais en tout cas, je pose des questions et ça dérange. Et ils ont eu l'idée de sortir les procès-verbaux vides et pour eux, c'est normal. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Najim Hamada, vous avez le dernier mot en tant qu'avocat. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui? Ce que je pourrais dire, c'est que pour se prémunir de toutes ces difficultés, par exemple, le conseil départemental l'a fait, a mis en place un service juridique qui est censé valider tous les actes avant de les sortir. La mairie de Mamoudzou n'a pas un service juridique. Ça serait très bien d'organiser un service juridique et comme ça, le maire se préserve de toute difficulté par ailleurs. Voilà ce que je pourrais dire sur ces affaires-là qui sortent sur la place publique et au niveau de la justice. Il y a d'autres affaires qui vont arriver. Celui de la SPL qui est prévu en avril, qui concerne M. Zaïdani et M. Saïd Issouf, c'est ça? Voilà, il y a d'autres affaires concernant des élus, des anciens élus, et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans une ère de moralisation de la vie publique et des élus, et c'est très bien. Et je pense que ça va un peu bousculer les choses, et on va réfléchir à 2 fois la prochaine fois pour influencer ou favoriser une entreprise. On va peut-être avoir plus d'avocats aussi parmi les politiques. Je demande que ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus nous donner toutes ces explications et puis vos points de vue un peu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour un prochain Kala Odala.